Non mais je suis désolé, mais niveau Slice of Life, après Kayon, on n'a rien fait de mieux, c'est indéniable, c'est comme ça. J'ai juré, t'es vraiment en train de devenir un vieux con. Ben moi j'ai juré, t'es vraiment en train de devenir un con, tout court. Ah ouais? Et c'est quoi ton animé préféré? Je ne répondrai pas à cette question. Chais! Tiens d'ailleurs, où est-ce qu'il en est le prof dans ses recherches? Ça avance, ça avance. Alors, d'après ce que je vois ici, il semblerait que le bot YouTube ait effectivement enclenché la commande de suppression de la chaîne, mais que celle-ci ait été interrompue en cours de route par l'aide d'un programme extérieur. Celui-ci aurait alors sauvegardé tes données et les aurait stockées dans une partie isolée de la mémoire interne de ton ordinateur. En soi, la poubelle. Oui, la poubelle, en soi, oui. Ok, et donc, pour me ramener comme ça, non? Là-dessus, je dois t'avouer que je n'ai pas vraiment d'idée. Eh ben ça commence bien. Sauf que le programme qui t'a sauvé a laissé derrière lui un code crypté lorsqu'il a détourné la commande du bot YouTube. Ainsi, si on arrive à déchiffrer ce code, eh bien on pourra le localiser et entrer en contact avec lui. J'imagine que s'il a réussi à te faire éviter la sentence capitale, alors il a sûrement une idée sur comment te renvoyer parmi nous. Je vois. Et donc des indices pour le moment, je sais pas, des pistes Malheureusement, sans la clé de cryptage, eh bien il n'y a pas grand chose que je peux faire. Pour le moment, j'ai surtout l'impression que ça parle de grandiose demi-teinte ou quelque chose comme ça. Une grandiose quoi? Oui, moi non plus, je sais pas vraiment ce que ça veut dire. En tout cas, ne t'inquiète pas pour ça, je vais trouver quelque chose, fais ta critique et laisse-moi m'occuper de tout. C'est compris. Bon, vu qu'on a un petit peu atteint la quintessence des conclusions avec cette dernière partie, ça va nous permettre aujourd'hui de lever un peu le pied et d'aborder ensemble le deuxième grand thème de cet épisode, l'isekai. Mais avant, il faut que je vous raconte un petit truc. Salut tout le monde, c'est Teremic. Est-ce que vous connaissez Dragon Ball? Dragon Ball est un manga de Akira Toriyama qui a débuté en 1984 et qui continue encore aujourd'hui. Celui-ci raconte les aventures de Son Goku de son enfance jusqu'à sa maturité, qui va, lui et ses amis, chercher à plusieurs reprises les Dragon Ball, cette boule magique qui... Ok, non, stop, attendez, on arrête. Qu'est-ce que je suis en train de faire? J'ai quand même pas besoin de vous présenter Dragon Ball. Enfin, tout le monde connaît Dragon Ball, y a pas une seule personne sur cette planète qui n'a pas vu Dragon Ball. Enfin, si, il y en a une. Moi. Oh mon dieu, il a pas vu Dragon Ball, mais qu'est-ce qu'il a fait de sa vie? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que mes parents étant des gens de qualité, ceux-ci se sont toujours opposés à ce que l'on installe une télévision chez nous. Bon, à la place, on avait une bonne connexion internet, un home cinéma et des tonnes de films téléchargés légalement, mais pas de télé. C'est donc ainsi que j'ai passé mon enfance finalement assez loin de toutes sortes de programmes télévisuels, loin de toute série animée, exception faite de Yu-Gi-Oh! Et Pokémon, et donc forcément loin de tout Dragon Ball. C'est seulement à partir du début de l'année 2013 et de ma découverte de Sword Art Online grâce à Destios, quelque chose pour laquelle je te remercie, Oh, de rien. que j'ai définitivement plongé dans le monde de l'animation japonaise et que j'ai commencé à me familiariser avec ses codes et ses clichés. Et c'est ainsi que quelques temps plus tard, ayant décidé de rattraper mes classiques, je m'étais mis en tête de commencer à regarder Dragon Ball une bonne fois pour toutes. Un projet que j'ai finalement décidé d'arrêter après une trentaine d'épisodes, déjà parce que je me défie de vous en taper 600 quand vous essayez de tenir un rythme d'une vidéo tous les 15 jours, mais aussi surtout parce que, l'histoire de Dragon Ball, je la connaissais déjà. Parce que oui, c'est indiscutable, Dragon Ball est un classique, c'est même si c'est la référence en termes de manga et d'animé. C'est un manga qui a littéralement transformé son genre sous tous les plans en y apportant et en démocratisant des idées nouvelles et fraîches qui ont inspiré un nombre incalculable d'œuvres dans le monde entier, même en dehors du manga et de l'animation. Des œuvres qui ont elles aussi contribué à faire évoluer ces idées et à les élever au rang de codes, d'archétypes et de clichés. Enfin sérieusement, Kid, sa vie n'a jamais fait ça. Oh putain. Oh. Oh, n'y pense même pas. C'est pourquoi, comme je le disais, quand j'ai finalement décidé de me lancer moi aussi dans l'aventure, j'ai bien dû me rendre compte que l'histoire de Dragon Ball, que les codes et les clichés qu'il utilisait, je les connaissais déjà. Je les connaissais déjà parce que je les avais déjà vus à l'œuvre dans un bon paquet d'autres animés auparavant. Pour vous dire, à certains moments de mon visionnage, j'arrivais même à prédire à la phrase près la suite des épisodes. Et ainsi, même si en soi l'animé est très bien et que ses codes sont correctement utilisés, le fait que ceci soit complètement prévisible a irrémédiablement déteint sur la qualité de mon visionnage. Et c'est alors qu'une question est apparue dans mon esprit. Dragon Ball est-il un animé cliché? Et à cette question, je réponds, alors oui,
Mais non. En effet, d'un côté, on serait tenté de répondre non, car même si le manga s'inspire évidemment d'autres créations comme le voyage en Occident, il est indéniable que lors de son arrivée, Dragon Ball a posé des bases encore jamais vues dans le monde du manga, des bases qui ont nourri tout un tas d'autres créations. Ainsi, tout ce que l'on pourrait trouver cliché dans Dragon Ball ne l'est que parce qu'il a été par la suite repris et réutilisé par un grand nombre d'autres animés et de mangas. En soi, ça serait un petit peu comme reprocher à Superman d'être un super-héros cliché. Alors que... Bah non, enfin, c'est Superman, c'est lui qui a posé les bases du super-héros classique que l'on connaît tous aujourd'hui. Toutefois, c'est là que la question devient difficile, car comme je l'ai dit précédemment, les codes que Dragon Ball utilisait à ses débuts et qui étaient considérés comme nouveaux à l'époque, sont aujourd'hui connus de tous, si bien que je suis sûr sans l'ombre d'un doute que si là maintenant un manga reprenant tel quel les codes de Dragon Ball sortait, on le pointerait tous du doigt comme un manga cliché. Et en un sens, c'est exactement ce que j'ai fait lors de mon visionnage. Donc au final, est-ce que Dragon Ball est un animé cliché ? Eh bien, il n'y a pas vraiment de réponse définitive à la question et chacun peut penser ce qu'il veut. Car Dragon Ball, c'est plus que ça. Dragon Ball, c'est ce qu'on pourrait appeler un précurseur. Vous croyez qu'il en a encore pour longtemps? Effectivement, encore une fois, comme je l'ai dit précédemment, lors de son arrivée, Dragon Ball s'est imposé par la richesse de ses codes et de ses idées. Cependant, il a en réalité fait plus que ça. Plus que de poser de simples idées sur la table dans un « voilà, vous en faites ce que vous voulez », Dragon Ball a réussi à créer une cohérence des codes et des clichés qu'il utilise, une manière terriblement efficace d'agencer les éléments de son récit pour créer une histoire aussi prenante que rythmée. Et c'est ça, plus que les codes et les clichés instaurés par Dragon Ball, c'est bien cette cohérence, cette alchimie entre les éléments du récit que certains appellent schéma narratif, qui lui a permis de laisser sa marque sur le monde, influençant ainsi un nombre astronomique de personnes et de créations par la suite. C'est ainsi que du sillage Dragon Ball sont apparus d'autres mangas suivant les mêmes codes, les mêmes clichés, le même schéma narratif que lui. Des mangas qui ne vous sont sûrement pas inconnus et qui répondent au nom de Naruto, Fairy Tail, One Piece, et qui ont lancé la mode du manga de baston. Donc, si l'on veut résumer tout ça de manière un peu plus générale, on a une création A voyant le jour avec une utilisation et une alchimie efficace des codes qu'il utilise, qui va rencontrer un franc succès auprès du public. Un succès qui aura pour effet de répandre ce schéma narratif à un grand nombre de gens, dont certains en plein processus créatif et voyant que ça marche, décideront alors d'intégrer certains éléments, si ce n'est ce schéma entier à leur œuvre, contribuant à leur tour à répandre et à faire évoluer ce dernier. Bon là-dessus, rien de vraiment spécial, c'est un processus qui arrive constamment et qui s'appelle l'inspiration, et qui fait évoluer les codes et les genres au travers du temps et des créations. Mais imaginez 2 secondes que, un petit peu à la manière de Dragon Ball, le schéma narratif de la création A soit plus que simplement efficace. Imaginez qu'il soit plus efficace que vous ne pouvez l'imaginer. Selon cette logique, l'influence de cette œuvre deviendrait alors énorme dans un très court laps de temps. Comme ma bite! Si on se lance dans ce genre de blague, on n'aura jamais fini. L'offre influençant irrémédiablement la demande, l'afflux de toutes ces productions d'un genre précis dans un court laps de temps piquera la curiosité du public et par extension des studios et des maisons d'édition. Un intérêt qui engendrera encore plus de productions du même genre et qui rameutera encore plus de public, amenant ainsi encore plus de productions et ainsi de suite. Cela créant un engouement, une mode autour du genre. Une mode, voilà ce qui nous intéresse aujourd'hui. Les modes. Eh ben c'est pas trop tôt. Hein. Oh, ça va. Ravine-moi, tu parles trop. Eh, tranquille, y a bien des gens qui prennent 50 minutes pour parler de Bleach. Parfois je me demande où est passé le théromique du bon vieux temps, dont les vidéos ne dépassaient pas 15 minutes et qui s'embarquaient pas dans des épisodes à rallonge en plusieurs parties. Il est mort! Je l'ai mangé, putain! En effet, si nous avons vu dans les 2 premières parties que pour les studios d'animation, la question d'entreprendre ou pas l'adaptation de tel manga, jeu ou light novel en animé était avant tout d'ordre pécuniaire, en soi, est-ce que le projet dans lequel on place notre argent va être rentable ou pas, il est ainsi facilement compréhensible que ces derniers préfèrent placer leur investissement dans un genre déjà apprécié du grand public, dont les adaptations rapporteront à coup sûr au moins une partie de leur investissement, quelle que soit la qualité de l'œuvre adaptée. Et ça va d'ailleurs de même pour les éditeurs de manga, de jeux vidéo, les producteurs de musique, ou encore tout ce que vous voulez. Favoriser l'édition ou la production de certains genres pour surfer sur une mode, c'est une technique universelle. Une favorisation qui continuera d'ailleurs à propager le genre et à continuer indirectement la mode, car après tout, comme le dit très bien ce cher Louis-Émile de Réac, nous on n'est pas compliqué, tant que l'orchestre joue, on danse. Donc en soi, si j'ai bien compris, ton truc avec les modes, c'est un petit peu comme un effet boule de neige. Alors c'est basiquement dit, mais oui, en gros c'est ça. Et je sais pas pour vous, mais moi les modes,
Ben je trouve ça génial. Bon, j'imagine que vous l'avez compris, mais je suis quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à tout ce qui touche au code, aux méthodes ou encore aux clichés. Mais plus précisément que ça, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de voir comment est-ce que ces codes évoluent au travers du temps et des créations. De voir comment, avec quelques productions et quelques années, on est passé de ça à ça, de ça à ça, ou encore de ça à ça. Et c'est pour cela que je considère les codes, les clichés, les schémas, les méthodes et tout ce bordel comme des outils de création. Et qu'avoir une meilleure connaissance des outils que l'on utilise nous permet de mieux les maîtriser pour créer de belles choses. Bon, ça je le mets de côté, j'y reviendrai un peu plus tard lors de la conclusion. Et justement, lorsque l'on s'intéresse à l'évolution des genres, on se met alors très vite à voir les modes comme des moments très intéressants à observer, où les codes et les clichés des genres mis sous les projecteurs sont utilisés un grand nombre de fois dans un court laps de temps, les rendant irrémédiablement plus visibles aux yeux des spectateurs. Un effet qui force donc les créateurs à s'adapter et à changer leur manière d'utiliser ces derniers, s'ils souhaitent continuer à créer des productions novatrices et donc intéressantes. En fait, pour résumer, les modes c'est cool parce que c'est un moment où les codes évoluent très rapidement. Mais pourquoi est-ce que tout ça, ça nous intéresse? Eh bien simplement parce que c'est exactement ce qui est en train de se passer avec le thème d'aujourd'hui. Parce que c'est vrai que cette fois, on parle d'isekai. Fouah, le rattrapage de sujet. Mais t'as vu ça? Sinon, t'avais pas dit que tu ferais une vidéo courte cette fois? Bon, l'isekai. Alors, l'isekai, comme je l'ai expliqué dans la partie précédente, est un sous-genre de la fantasy et du récit d'aventure, dont le concept de base repose sur le procédé du héros qui se fait transporter au début de l'histoire dans un autre monde, dimension ou lieu radicalement différent de tout ce qu'il a vu et connu auparavant. D'où l'étymologie du nom, le terme isekai signifiant monde parallèle ou monde différent en japonais. Un concept en soi assez large et répandu qui n'est ni nouveau ni propre à la culture japonaise, et qu'on trouve un peu partout, même jusque chez nous, sous des formes légèrement différentes, comme par exemple dans John Carter, un film de 2012 nous racontant l'histoire d'un cow-boy lors de la grande époque du Far West, qui se fait transporter sur Mars où il y fait la rencontre d'une civilisation extraterrestre sur le déclin. Un film qui est passé sous le nez de beaucoup trop de monde et que je vous recommande fortement, il est tout simplement magique. Cela ou encore dans toute une chier de productions qui transportent leur héros dans des mondes parallèles, des lignes temporelles ou autres planètes éloignées. Le concept du protagoniste qui passe brutalement dans un lieu qu'il ne connaît pas a été totalement écumé, dérivé et tordu dans tous les sens depuis bien longtemps, et regroupe un nombre astronomique de productions diverses et variées, toutes suivant plus ou moins le même schéma. Hey! Larguez le cas d'école! Dans l'anime Southsei no Gargantia, on suit l'histoire d'un soldat intergalactique du futur qui va, suite à un souci lors d'une bataille contre des aliens dégueux, passer accidentellement par un trou de verre qui va l'envoyer sur Terre. Une planète maintenant reculée, oubliée et complètement recouverte d'eau, dont la population, naviguant maintenant sur de gigantesques arches, n'a aucun contact avec l'Alliance intergalactique. C'est donc dans cette situation que notre soldat de l'espace va essayer de trouver un moyen de repartir chez lui, tout en apprenant à connaître la population autochtone ainsi que leur philosophie de vie. Bon, c'est pas exactement l'exemple le plus représentatif du genre, mais ce qui est bien avec lui, c'est qu'il a une structure claire. L'anime se découpe ainsi en une première partie nous exposant la situation initiale du héros et son environnement, jusqu'au moment fatidique où celui-ci se fait transporter brutalement dans un nouvel environnement inconnu. À la manière d'une bonne tarte dans la gueule. Suivi par le moment de réalisation où le héros se rend compte de ce qui se passe autour de lui et accepte sa nouvelle situation, une partie souvent assez courte précédant le début des péripéties, dans lesquelles le héros va alors s'adapter à son nouvel environnement et poursuivre un but. Généralement, celui de trouver le moyen de rentrer chez soi. Arrive finalement le dénouement qui résout l'intrigue principale et permet au héros de voir plus clair sur tout ce qui se passe autour de lui. L'anime se finissant généralement par une prise de décision de ce dernier sur le fait de repartir chez lui ou bien de rester dans ce nouveau monde. Je vous donne les deux fins pour pas vous spoiler, mais sinon voilà un petit peu la manière dont se construit le schéma narratif. Du côté de l'animation japonaise, l'isekai est aussi présent depuis un bon bout de temps, notamment avec des productions comme Zero no Tsukaima, Angel Beats, qui est plus précisément un Tensei, mais ça c'est un autre sujet, ou encore la série des Dot Hack, et plus précisément de l'anime Dot Hack / Sign. Un titre vachement plus facile à écrire qu'à prononcer. Mais pourquoi tu le dis alors? La V pour la vidéo, putain! Néanmoins, s'il reste tout de même présent par le biais de quelques productions occasionnelles, le concept restera pendant un bon moment à sa place habituelle de sous-genre de la fantasy, sympa mais sans plus, n'intéressant qu'une petite partie du public et n'ayant que très peu d'impact sur le marché de l'animation. Pour vous dire, même si / Sign et Tsukaima font en effet tourner leur histoire autour du
concept de l'isekai, aucun des deux ne pousse ce dernier à son paroxysme, et même si on a tout de même le droit à quelques réflexions sur le sujet, le côté isekai reste tout de même plus un prétexte à la fantaisie qu'un véritable style à part entière. Attention, c'est très bien utilisé, mais on sent directement que c'est pas le thème principal traité dans l'animé. C'est cependant à partir de 2012 que les choses vont commencer à changer. Tout d'abord avec la sortie couronnée de succès de Sword Art Online, suivie de près un an plus tard par celle de Log Horizon. Attends, Quoi encore? on en a pas déjà parlé de Log Horizon dans un très vieil épisode? Non. Plaçant chacun leur histoire sur la base du héros transporté dans un autre monde en racontant tous les deux les aventures d'un groupe d'individus se retrouvant littéralement bloqués dans un MMORPG sans possibilité de déconnexion, le succès fulgurant de ces deux animés poussera alors en un très court laps de temps l'isekai sur le devant de la scène, augmentant l'engouement du public pour d'autres productions du même genre comme Mondaiji ou Sousei no Gargantia justement. Un engouement qui favorisera l'édition et la production d'autres œuvres tournant autour du même concept comme Gate, Drifters, No Game No Life, Overlord, Rise of the Shield Hero ou encore une tonne d'autres animés et mangas contribuant à leur tour à répandre le concept et à lancer pour de bon une mode autour de l'isekai. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui en s'appuyant sur différentes œuvres qui mettent en lumière les codes et les clichés qui parcourent le genre. Car en effet, cet afflux soudain de productions s'inspirant des précurseurs du genre eut, comme dit précédemment, pour effet de rendre plus visibles les codes utilisés dans ces derniers, faisant ainsi ressortir clairement, de par la réutilisation des mêmes éléments de manière plus ou moins bonne, les problèmes et les difficultés auxquels peuvent se heurter les histoires tournant autour de ce genre, ainsi que par extension, les solutions pour les contourner. C'est ainsi que pour bien aborder le genre, on va ensemble se focaliser sur les différents éléments qui caractérisent l'isekai et voir les problèmes que ceux-ci peuvent engendrer au sein de leur histoire, avant d'essayer de trouver des solutions pour mieux utiliser ces éléments. Et pour ça, on va s'attaquer à un nouveau cas d'école très bien pour se lancer dans ce vaste sujet. À la barre, j'appelle The Rising of the Shield Hero. C'est parti. Non? C'est trop long. Quoi? T'as vu depuis combien de temps t'es en ligne? Tu parles trop, fais plus court, sois plus concis. Sinon, moi, il faut que j'appuie sur le bouton coupeur de vidéo en deux. Non, tu as pas osé, bâtard. Putain, non, je viens juste de finir l'introduction, il me reste plein de trucs à dire. Oui, ben la prochaine fois, hein. Enfoiré d'exhibitionniste, je vais trouver où t'habites et te foutre ta pipe dans le cul. Mais oui, c'est ça. Bien, et bien dans ce cas, cher public, ou du moins ceux qui sont encore là, merci d'avoir regardé cette vidéo. Dû au caractère légèrement trop long de celle-ci, notre équipe, composée de moi-même, a pris la décision de la scinder en deux parties pour la rendre plus digeste pour vos petits estomacs ne pouvant supporter plus de 10 minutes de critiques consécutives. Toutefois, ne vous inquiétez pas, la suite arrive très rapidement et sera visionnable d'ici quelques semaines. Jusque-là, vous connaissez la routine, vous abonnez, le pouce bleu, les réseaux sociaux. Sur ce, mes petits choupinous, à la prochaine!